Merci beaucoup Anaïs et merci à tous pour votre présence à ce webinaire sur le crédit impôt recherche, spécialement pour les ESN et les ICT. Je suis Christopher Casta, market leader au sein de la société Aiming pour les sociétés du marché des ESN. Donc, au sein d'Aiming, nous sommes divisés en termes de marché pour la gestion du crédit impôt recherche de nos clients. Et la gestion du crédit impôt recherche pour les ESN nécessite notamment des stratégies particulière. Originellement, je suis consultant senior pour l'accompagnement des sociétés dans le domaine du numérique au sens général. Et petit à petit, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des ESN. Et je vais laisser Julien se présenter aussi. Et Christopher. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, chez Aiming depuis plus de 15 ans, donc moi je suis responsable du marché des éditeurs de logiciels, donc qui va représenter chez Aiming un peu plus de 300 clients. Et donc on aura l'occasion durant ce séminaire justement de faire le parallèle entre ces deux typologies de sociétés, les ESN et les éditeurs de logiciels qui ne se traitent pas nécessairement justement de la même manière. Et donc je vais laisser la main maintenant à Christopher pour vous présenter le programme de cette matinée. Merci Julien. Donc pour le programme, donc en introduction, on verra un petit peu le contexte sectoriel, les enjeux de la compétitivité pour les ESN au regard du crédit impôt recherche. Ensuite, comment est-ce que les ESN font pour mener leur R&D et comment justement on regarde cette R&D en termes de crédit impôt recherche versus d'autres types de sociétés, notamment le parallèle que précisait Julien sur les éditeurs logiciels. Ensuite, quelles sont les typologies de projets qu'on peut retrouver parmi les ESN et comment est-ce qu'on les analyse au regard du CIR et quels sont les défis opérationnels à pouvoir valoriser ces projets au CIR. Il y a plusieurs méthodes ensuite de gestion du crédit impôt recherche. On fera un petit panorama rapide de ces gestions, de ces types de gestion pour voir quelles sont les bonnes en fonction de votre structure. Enfin, un focus rapide sur le contrôle fiscal, voilà, qui est un point très important à prendre en compte pour le CIR et qui est regardé d'une manière un petit peu spécifique pour les ESN. Et enfin, comment est-ce que nous, Aiming, on fait pour accompagner nos clients au CIR et notamment en termes de sécurisation et de valorisation du crédit impôt recherche. Donc tout de suite, le CIR a un enjeu vraiment de compétitivité pour les ESN. On a tendance à, voilà, quand on compare un petit peu les ESN à toutes les autres types de sociétés, quelles qu'elles soient, les autres sociétés peuvent avoir des laboratoires de recherche, des bureaux d'études, des pôles vraiment de développement particuliers où la R&D est bien connue, bien capitalisée, bien documentée, etc. Or, pour les ESN, mis à part les projets qui peuvent être menés vraiment en interne, la majorité de votre activité est vraiment réalisée chez vos clients par divers consultants c'est vraiment elle est diluée à travers la résolution de problématiques complexes à travers des dizaines, des centaines, voire des milliers de missions en fonction de votre taille. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour matérialiser en fait cette ingénierie de pointe que vous menez chez vos clients en R&D structuré, valorisable au crédit impôt recherche? Un autre point de contexte sectoriel, c'est vraiment la guerre des talents. Aujourd'hui, il est possible de créer des laboratoires de R&D qui sont tout ou partie financés par le crédit impôt recherche. Et ça, c'est vraiment un argument majeur pour vous pour pouvoir garder et recruter les meilleurs talents en les faisant travailler sur des projets vraiment à très forte valeur ajoutée. Et ça permet aussi de créer de nouvelles solutions, de développer des nouvelles compétences et d'augmenter la valeur perçue, que ce soit en interne ou également auprès de vos prospects, de vos clients ou des institutionnels. Et enfin, aujourd'hui, comme vous le savez parfaitement, il y a une pénurie de profils, notamment dans tout ce qui est IT. Il y a des hausses de salaire, mais malheureusement, vous ne pouvez pas toujours les répercuter sur votre TGM auprès de vos clients. Et donc, le CR devient vraiment un outil de soutien à la rentabilité opérationnelle. Au niveau du contexte fiscal, évidemment, on le sait tous, aujourd'hui, le gouvernement cherche de l'argent partout où il peut en trouver. Le crédit impôt recherche fait partie de ces niches fiscales où ils vont chercher le plus possible. Et donc, pour les ESN, il est vraiment nécessaire de passer d'une logique de volume, comme c'était possible d'en faire il y a quelques années, aujourd'hui une logique de preuve pour vraiment sécuriser votre crédit impôt recherche. Et comment faire pour réconcilier aussi
vos cycles de développement. Vous avez une manière de travailler tout au long de l'année avec vraiment de l'agilité, mettre les consultants, placer les consultants dans diverses missions, voilà, et avec vraiment une façon agile de gérer la société versus l'administration qui est toujours la même depuis des années et des années, avec des demandes vraiment très cadrées, très structurées en termes de documentation, en manière de mener leurs différents process. Et il faut réussir à jongler entre cette rigidité de l'administration fiscale et l'agilité de vos propres processus. Donc l'objectif de la session aujourd'hui, c'est éviter d'avoir une gestion risquée du CIR qui soit un petit peu subie, où vous découvrez votre crédit impôt recherche en fin d'année, à une gestion plus proactive et sécurisée. Comment est-ce que vous vous situez notamment par rapport à vos pairs? Quel est votre taux de R&D par rapport à votre masse salariale et votre montant de CIR par rapport à votre CA, par exemple? Et est-ce que votre méthodologie de CIR, elle est au final robuste pour résister à un contrôle d'un inspecteur, voire du ministère de la Recherche? Donc, je vais laisser la parole à Julien sur les spécificités de la R&D menée par les ESN versus les sociétés éditrices. Merci Christopher. Alors déjà, pourquoi en introduction on voulait bien distinguer les ESN ICT et les éditeurs de logiciels? Parce qu'en fait, chacune de ces deux typologies d'entreprises ont vraiment des spécificités qui leur sont propres et qui va forcément impacter comment on va gérer aussi le CIR au sein de ces organisations. Donc on ne gère pas de la même façon, je le disais en introduction, à une ESN, une ICT, d'un éditeur de logiciel. Rapidement, en définition, pour clarifier la distinction entre ces 2 typologies d'entreprises, donc une ESN a pour activité principale, de fournir des services numériques, à d'autres organisations et elle va vendre avant tout du temps homme, de l'expertise, des compétences humaines. Donc les ESN vont intervenir vraiment sur une grande variété de missions, hein. Ça peut être, de l'intégration de solutions existantes de logiciels, ça peut être du développement d'applications sur mesure, du conseil en transformation digitale et cetera. Donc l'ICT, en revanche, quant à elle, elle va en plus regrouper les activités de l'ESN, mais surtout avoir aussi une casquette d'ingénierie industrielle, qui peut être dans différents secteurs, hein, l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la télécom, la santé, et cetera. Et enfin, donc les ESN vont être vraiment dépendantes des projets qui leur sont confiés souvent par leurs clients. Alors qu'un éditeur de logiciel, justement, à contrario, il va avoir la main sur sa roadmap, vraiment de manière à concevoir, développer, commercialiser les logiciels qu'il développe, et puis souvent aussi proposer du service, mais par rapport à ces logiciels qu'il a développés, donc pour les intégrer chez des clients ou pour les maintenir. Donc c'est ça vraiment la distinction entre les deux. Dans la prochaine slide, du coup, je vais vous parler vraiment des spécificités et des défis justement, auxquels les ESN et ICT doivent faire face. Donc il y a plusieurs constats, sur les spécificités de ces ESN-là. Le premier constat déjà, c'est elles vont se retrouver avec une R&D dite diffuse. Donc la R&D, elle va vraiment se retrouver au sein de multiples projets clients et en plus, parfois, l'ESN n'intervient que sur une fraction, de ce projet client. Donc en fait, la question, ça va être de comment vous allez détecter efficacement les verrous au sein de ces projets, sans passer forcément à côté d'un sujet éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Comment vous allez aussi vous assurer qu'il y a aucun trou dans la raquette sur la détection justement de l'ensemble de vos projets, menés dans votre société. Donc tout ça, c'est des questions que votre processus de gestion du CIR doit traiter. Le deuxième constat, c'est que vivent beaucoup de ESN, hein, c'est la traçabilité ou la matérialité, des projets. Donc l'ESN est souvent focus, hein, pour répondre à un besoin client. Une fois que le projet il est livré, il est facturé, il reste logiquement la satisfaction client, mais pas forcément nécessairement toute la matérialité et toutes les étapes, en tout cas des travaux qui ont permis d'aboutir justement à ce résultat-là. Donc la question qui se pose, c'est comment votre société elle va être capable de s'assurer d'une matérialité sur le projet qui est suffisante pour décrire justement votre projet retenu au titre du CIR. Et enfin, dernier point, ce type de structure n'est pas organisé pour détecter aisément de la R&D dans les projets et la matérialiser. Donc il faut donc vraiment mettre en place un processus CIR et souvent en fait ce processus CIR il est vraiment très spécifique finalement, aux contraintes, à l'organisation, de votre ESN. Il doit être vraiment calibré sur mesure et il permet justement, ce sur mesure-là de garantir une exhaustivité dans la détection de vos projets. On verra dans les slides suivants qu'il y a plusieurs approches, grands principes méthodologiques différents justement, avec la méthode plutôt réactive et la méthode proactive de gestion du CIR, l'une étant effectivement un peu plus efficace.
Là, on va s'intéresser si une ESN peut valoriser systématiquement au titre du CIR les projets de ses clients. Donc là, on va distinguer effectivement 2 cas. Le cas 1, c'est votre société est agréée au titre du CIR. Donc l'avantage, c'est que vos clients vont pouvoir reprendre le montant de vos factures dans leur CIR et donc récupérer 30 du montant de vos factures dans leur CIR, si le projet est éligible. L'inconvénient, c'est que de votre côté, si vous êtes agréé au CIR et que vous souhaitez valoriser aussi un projet client, vous allez devoir déduire vos factures émises aux clients de votre propre assiette de calcul du CIR. Donc, ce qui veut dire que mathématiquement, ça va conduire à un montant de CIR pour vous sur le projet nul ou quasi nul. Donc, l'intérêt, il est vraiment moindre dans ce cas-là. Les seuls cas particuliers seraient pour des projets menés pour des clients étrangers, à regarder au cas par cas, évidemment. Des clients publics, pareil, à regarder au cas par cas. Ou si votre montant de facturation auprès de votre client est inférieur à vos dépenses engagées en interne. Ce qui est globalement rare, puisque vous, vous facturez globalement le temps que vous passez chez votre client. En revanche, vous pouvez être une ESN agréée au titre du CIR et mener des projets sur fonds propres, donc c'est-à-dire des projets en interne. Et là, rien ne vous empêche, malgré le fait que vous soyez agréé au titre du crédit d'impôt recherche, de valoriser ces projets et donc de déclarer un CIR, puisque vous ne risquez pas ce souci de double valorisation. Ensuite, en termes de stratégie, si vous êtes une ESN multi-entité, il est aussi intéressant de s'intéresser à la stratégie d'agrément au niveau de votre groupe. Savoir si ça vaut le coup, par exemple, commercialement, de faire agréer une entité juridique au sein du groupe pour que vos clients, justement, qui le demandent, bénéficient de l'avantage de l'agrément, donc de pouvoir, eux, récupérer le montant de vos factures. Et donc, potentiellement, ça permet d'attirer des clients avec cette entité agréée, tout en profitant quand même du CIR potentiellement pour les autres sociétés qui, elles, ne seraient pas forcément agréées. Et enfin, deuxième cas, bah, là, c'est le cas où votre société, cette fois-ci, est une société non agréée au titre du crédit d'impôt recherche. Donc là, il y a aucun risque, hein, de double valorisation puisque votre client ne peut pas inclure vos factures dans son CIR et donc par conséquent, vous pouvez sans souci, faire du CIR avec, les projets, clients, du moment où évidemment vous participez à la levée d'un verrou, technique. Je vais laisser la main à présent à Christopher pour la suite de la présentation, s'il n'y a pas de questions jusqu'à présent. Merci Julien. Donc, le CIR au regard des différents types de prestations que peuvent mener les ESN. Donc, vous le savez parfaitement, il y a deux types de prestations principales que vous pouvez mener auprès de vos clients, les projets en assistance technique ou en régie, ou les projets dits au forfait. Ces projets sont analysés de manière différente au regard du crédit impôt recherche. Les projets en assistance technique sont des projets où on peut parfois trouver du crédit impôt recherche, mais en règle générale, ce sont des projets qui ont un faible potentiel de CIR, car c'est de la négociation TGM. Vous avez un ou plusieurs consultants qui sont placés chez le client pour travailler sur des projets. Ça peut être des projets éligibles, mais globalement, ces consultants n'ont pas une vision complète du projet, travaillent rarement sur la levée des verrous. Ce ne sont pas eux qui sont responsables des choix techniques, des choix d'architecture, des développements des algorithmes, sauf cas très particuliers. De plus, il y a un manque souvent d'engagement de leur part. Ils considèrent faire plus partie, être salariés de leurs clients qu'être salariés de l'ESN. Et enfin, il y a souvent une très grosse difficulté à sortir ou à récupérer de la documentation ou de l'information technique au regard de la confidentialité. Là où il y a vraiment un potentiel qui est très fort pour le CIR, ce sont les projets qui sont au forfait, puisque même si on vous donne un cahier des charges, qu'on vous fixe des objectifs, qu'on vous impose certaines stacks technologiques pour vos développements, c'est vraiment vous, en tant que, voilà, que SN, qui êtes responsable de développer l'architecture, de développer tout le système et vous menez en fait la R&D, c'est une sorte de R&D externalisée pour votre propre client et c'est vraiment vous qui êtes responsable de tous les choix technologiques et de lever les verrous et difficultés techniques. Et enfin, comme le précisait Julien, on peut parfaitement valoriser du crédit impôt recherche sur les projets en interne. Et donc, de nombreuses ESN ont cette stratégie de créer un laboratoire ou une cellule de R&D ou d'innovation, d'avoir quelques personnes en interne, des directeurs techniques, des chefs de projet qui vont mener ces projets, et ensuite de valoriser les intercontrats. C'est ce qu'on verra juste par la suite. Il y a plusieurs stratégies à ça.
Ça peut être pour le crédit impôt recherche, évidemment, mais aussi en termes de vitrine technologique, d'indicateurs de R&D, de création de nouvelles solutions pour des ventes ultérieures auprès de vos clients, pour de la conservation de talent, etc., etc. Donc les intercontrats, ça c'est une stratégie qui est appliquée par de nombreuses ESN qui sont matures sur le sujet du crédit impôt recherche. Euh, L'intercontrat aujourd'hui c'est une perte sèche pour l'entreprise. Un consultant d'intercontrat, évidemment, on va pas attendre qu'il ne fasse rien, on va le mettre potentiellement sur des sujets de formation. Il va se former à des nouvelles technologies pour pouvoir potentiellement soit être vendu plus cher, soit être vendu sur de nouvelles missions auxquelles il n'aurait pas pu participer précédemment. Mais un gain potentiel est au regard du crédit impôt recherche. Donc, créer une cellule innovation ou du moins avoir une personne en interne qui va définir des projets de R&D, un directeur technique, un responsable scientifique par exemple. Et ensuite, dès qu'il y a des intercontrats, on va les mobiliser sur ces sujets. Pour que ce soit un succès pour le crédit impôt recherche, ce qu'il faut derrière, c'est pas seulement évidemment définir un projet et un verrou, mais il faut établir une feuille de route technique claire. Voilà, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Est-ce que c'est seulement pour du crédit impôt recherche? C'est bien, mais ce serait dommage. Mais c'est aussi aller un peu plus loin. Est-ce qu'on veut développer de nouveaux frameworks, des nouveaux frameworks? Est-ce qu'on veut développer une nouvelle offre à court, moyen ou long terme pour nos clients au regard de difficultés techniques dont ils nous font part, régulièrement? On identifie le verrou, on rédige un état de l'art qui nous permet de sécuriser le projet. Et derrière, il faut évidemment mener des travaux qui visent à lever ce verrou. Une fois qu'on a fait tout ça, et c'est là vraiment le nerf de la guerre pour le CIR, c'est réussir à documenter aussi bien de manière technique qu'administrative tout ce processus, tous ces travaux, de manière à ce que l'administration, en cas de contrôle, n'ait quasiment aucune question à poser sur ses projets internes. Donc ça a un impact financier vraiment très fort, puisque vous récupérez 30% du coût chargé de tous les consultants qui travaillent sur ces projets de R&D interne. Et donc, ça diminue évidemment drastiquement le poids de ces périodes d'intercontrat sur votre marge globale. Euh, donc, comme je le précisais tout à l'heure, il y a différentes typologies de missions qui sont menées chez les clients, projet en assistance technique ou projet au forfait. Euh, Il y a aussi, pour déterminer le potentiel CIR de toute votre activité, il faut regarder quelle est la nature de ces activités. Je vais évidemment pas lire tout ce qui est écrit là, mais on peut facilement comprendre que des projets d'intelligence artificielle de pointe ont un potentiel d'éligibilité au CIR beaucoup plus fort que si vous que si vous réalisez des missions, par exemple, d'intégration de solutions ITSM, puis suivi des tickets chez un client, ou alors de la tierce maintenance applicative qui serait totalement classique. Donc, en fonction des types d'activités, voilà, intelligence artificielle, cybersécurité, c'est souvent très éligible versus des projets d'infra ou d'intégration qui ont un potentiel beaucoup plus faible. Autre point qui va déterminer votre potentiel a priori au crédit impôt recherche, c'est votre positionnement technologique. Donc, où est-ce que vous intervenez sur le cycle, sur un cycle de développement ou sur un cycle projet? Voilà, de l'analyse des besoins jusqu'à la TMA. Là où on va avoir du potentiel CIR, c'est toute la partie spécification technique, développement et intégration. Et ensuite, quel est votre positionnement? Est-ce que vous avez une implication technique forte au forfait ou est-ce que c'est une implication en termes d'assistance technique, comme on le précisait tout à l'heure? Quelle est votre typologie de client? On peut facilement comprendre que si vous travaillez pour Airbus, Thales ou Dassault, vous avez potentiellement plus de crédit impôt recherche, enfin, vous avez un potentiel de crédit impôt recherche plus élevé que si vous travaillez pour des PME qui n'ont aucune compétence en informatique et pour lesquels il faut les aider. Et enfin, quel est le profil ou la seniorité de vos consultants? Est-ce que vous avez des consultants qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience sur des technologies très pointues ou est-ce que vos consultants sont des juniors qui sortent d'école d'ingénieurs? Donc tout ça, ça permet vraiment de déterminer un potentiel CIR. Par contre, derrière, on le constate pour les ESN versus les autres types d'entreprises qui a vraiment des obstacles à la récupération de l'information. Et je vais donc laisser la parole à Julien sur ce point. Et Christopher. Donc oui, on va retrouver en tout 4 obstacles à cette récupération d'informations. On va voir les solutions justement en face pour qu'on puisse les surmonter justement ces obstacles-là. Donc le premier obstacle, pardon, c'est le turnover. Dans les ESN, comme vous pouvez le voir, le taux de turnover moyen est en général entre 20 et 30.
Donc vous avez de fortes chances, sans processus de gestion de cire, adéquate, de vous retrouver avec une matière qui soit pas forcément suffisante pour justifier d'un projet au titre du cire. Donc la solution proposée, on y reviendra un peu plus tard, c'est vraiment le cire temps réel, pour intégrer ce processus vraiment de capitalisation de l'information au fil de la vie, du projet. Le deuxième obstacle possible, c'est, la confidentialité, de vos clients tout simplement. Vous pouvez être confronté, hein, à des clients qui veulent pas forcément qu'on cite leur nom ou qu'on sorte le moindre document technique. Donc la solution va être aussi de mettre en place des méthodes, des templates en interne de collecte de l'information au sein de votre société pour pas justement trahir les clauses de confidentialité de vos clients et qui permettent aussi d'extraire la complexité technique du projet, qui est important pour justifier du CIR. Autre, obstacle, si tu tournes la slide, c'est le manque d'engagement. Donc, que vous pouvez aussi rencontrer. Vous pouvez avoir des salariés qui sont intégrés dans les équipes projets, de vos clients et qui sont réfractaires, clairement aux principes du CIR ou qui ont une perception, hein, clairement biaisée de ce qui est, la R&D, au sens du crédit d'impôt recherche ou encore qui ont tout simplement pas envie de mettre particulièrement, en avant leurs échecs ou de contribuer à cette démarche-là. Donc la solution en préventif, c'est vraiment de sensibiliser, les salariés de votre société au dispositif du CIR, de leur expliquer les attentes, les enjeux, de les rassurer aussi, sur le fait que c'est un échange, et non pas, on n'est pas là pour juger, de la qualité de leur travail, mais c'est juste simplement à échanger sur leurs activités, d'un point de vue, technique. Et enfin, le dernier obstacle qui est rencontré par les ESN, c'est les silos, organisationnels. Donc ces silos-là, si on n'a pas d'outillage, de méthode, ça peut être rapidement créer des difficultés justement pour un alignement vraiment complet dans le processus de gestion du CIR entre la finance d'un côté, les techniques de l'autre, la RH. Enfin, il y a énormément finalement de corps de métier, impliqués finalement dans le CIR et donc il faut arriver à aligner tout ce monde-là. Donc la solution pour ça, ça va être de mettre en place des instances de pilotage en interne, justement pour regrouper, tous ces acteurs, qui sont souvent, de différents silos, d'avoir de l'outillage aussi digital pour faciliter, cette gestion du CIR et puis de créer un processus de gestion de CIR, on en parlait tout à l'heure, qui soit vraiment personnalisé à l'organisation de la société. Donc justement, à ce sujet, on va voir de manière très macro ces méthodes de gestion, du CIR. Donc il existe, 2 grands principes de méthode de gestion du CIR, donc la méthode qu'on appelle, réactive, dite réactive, puis la méthode plus proactive, que j'aborderai dans la slide suivante, davantage, temps réel. Donc si on commence par cette méthode de réactive, on va prendre un exemple, l'exemple par exemple d'un calcul d'un CIR 2026. Donc vos projets, hein, se déroulent sur l'année civile 2026 et vous allez commencer finalement à regarder ce qui pourrait rentrer dans le calcul du CIR 2026 seulement une fois l'année terminée, donc en début d'année 2027. On voit bien que vous êtes plutôt dans la réaction, après coup. Donc ce type de méthode, il entraîne forcément quelques risques, et c'est important d'en avoir conscience. Donc le premier risque, c'est quoi? C'est par cette méthode de gestion, c'est les oublis. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de projets, vous pouvez facilement passer à côté de projets justement par un manque de visibilité claire sur l'exhaustivité justement des activités, menées par votre société. Le deuxième risque, c'est le manque de preuves. J'en parlais tout à l'heure, un consultant qui quitte en cours d'année, même une mission, s'il doit en plus, se rappeler ce qu'il a fait, en janvier, 2026 dans les détails alors qu'on est en 2027, on risque d'avoir quelques trous dans la raquette, selon la mémoire de chacun. Donc ça, c'est important effectivement la matérialité et les preuves. Le troisième risque, c'est quoi? C'est le manque de visibilité en termes de montant de tir. Effectivement, c'est important pour la finance. Vous allez finalement être dans le constat d'un montant de tir en début d'année prochaine, mais sans avoir eu la possibilité finalement d'influer ou de piloter clairement, tout au long de l'année ce montant de tir et donc d'analyser, par exemple, une baisse, de ce montant-là. Donc vous êtes vraiment dans la réaction, dans le constat, sans pouvoir rien y faire.
Et enfin, dernier risque, c'est le stress potentiel sur vos équipes, puisqu'en fait, vous allez avoir peu de flexibilité finalement pour décaler ce processus d'audit d'éligibilité de vos projets. Donc imaginons que vos équipes soient en flux tendu sur un projet client. Voilà, il va falloir tout de même rajouter ce processus d'audit tiers qui peut créer une tension supplémentaire, euh, alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément la bande passante à ce moment précis pour gérer de l'audit d'éligibilité du tiers. Ensuite, cette méthode, elle n'est pas non plus complètement à bannir. Je vais mettre des pincettes. Il faut simplement avoir conscience de ces risques qui peuvent empêcher justement de tirer le plein potentiel en termes de montant de tir, et puis également créer justement un risque sur la sécurisation de vos montants, justement par l'absence d'informations suffisantes. Donc cette méthode, elle pourrait par exemple s'adapter pour des sociétés plutôt de petite taille, avec vraiment peu de missions clients, ou alors si voilà, vous êtes une SN et vous faites que du CIR sur des projets internes, vous avez beaucoup plus la main effectivement sur ces risques présentés ici. Je vais vous présenter du coup la méthode cette fois-ci proactive. Donc c'est la méthode aussi dite temps réel, ce qui veut dire qu'on va avoir une démarche de suivi des projets non plus quand l'année est terminée, mais on va cadencer vraiment tout au long de l'année des revues de l'activité exhaustive de vos projets menés. On va les évaluer tout au long de l'année en termes d'éligibilité, vraiment de manière à pouvoir savoir si ce projet est éligible. Et puis, on va aussi piloter, estimer le montant de CIR associé à ces projets et aussi démarrer à alerter un chef de projet sur la nécessité justement de capitaliser la matière justificative pour le CIR sur le projet. Donc concrètement, c'est quoi le processus de gestion d'un CIR temps réel? C'est première étape, ça va être de pouvoir cartographier de manière exhaustive l'activité, donc pouvoir ensuite mettre de la méthodologie en interne pour préfiltrer les projets à potentiel. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a réalisé ce pré-filtre, ça va être de réaliser justement des premières séries d'ateliers d'éligibilité sur vos projets, alors que les projets sont souvent encore en cours. C'est vraiment la différence avec la méthode réactive. Donc, ces ateliers vont vraiment permettre de positionner ces projets suivant un niveau de risque. Donc, ce qui permet vraiment au fil de l'eau, au fil de l'année, finalement, d'arbitrer, de prendre des décisions si oui ou non vous allez retenir le projet, et aussi d'y associer surtout des actions et pas de manière, on va dire, en retard quelque part, mais de manière proactive, donc de collecte de l'information technique, de collecte d'informations au niveau finance, et cetera. Puis la troisième étape, ce sont les projets qui ont déjà été analysés, mais dont des activités futures pourraient justement faire évoluer le niveau de risque à la baisse, par exemple, ou encore des nouvelles activités qui sont non détectées jusqu'ici. Et pour terminer justement, on termine ce processus par une revue vraiment exhaustive en fin d'année, par ce processus, et ça généralement, c'est surtout grâce au processus, itératif, hein, de détection des projets, de pilotage du CIR en temps réel, mis en place, qu'on arrive à avoir cette revue exhaustive, en fin d'année N, donc 2026 par exemple, plutôt que, démarrer le travail en 2027. Je vais laisser la main à Christopher pour vous donner quelques clés supplémentaires sur l'importance du pilotage du process, la gestion du CIR. Merci Julien. Donc, ce qu'on précisait auparavant, c'est voilà, en fonction de votre typologie d'entreprise, de vos activités, etc., on a déterminé quel est le potentiel CIR. Et maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir transformer ce potentiel en vraiment des montants de CIR sécurisés. On constate pour les ESN qu'il y a trois facteurs vraiment clés qui font qu'au final, à deux ESN qui seraient identiques en termes d'activité, auraient des enjeux vraiment très très variables. Donc les premiers, c'est les ressources dédiées au CIR, c'est-à-dire une équipe ou une personne pilote CIR à temps plein, à temps partiel, ça dépend de chaque entreprise, qui connaît bien le CIR, qui a bien une bonne expérience et qui sera capable en interne d'aller interroger les bonnes personnes, faire les bonnes relances et aider vraiment le cabinet de conseil à gérer toute cette mission
pour recherche tout au long de l'année. Le deuxième point, qui est associé au premier, c'est la mise en place progressive de ce processus d'accompagnement et de ce processus de CIR très cadré. Donc, vous l'aurez sûrement compris, le CIR, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui est complexe et c'est pas en une seule année qu'on va réussir à mettre en place tous les processus, tous les outils, les bonnes méthodologies d'entretien, les comptes rendus de diagnostic comme il faut, les méthodes d'analyse des projets, quels outils, quel reporting, etc. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit en fonction des besoins des entreprises, des freins qu'il peut y avoir en interne, mais c'est important, voilà, de définir un processus qui soit bien structuré, bien cadré et qui pourra être, même s'il y a du turnover dans les équipes, quelles qu'elles soient, le processus reste le même et permettra de récupérer toute l'information pertinente. Et enfin, un dernier point, c'est vraiment le sponsoring et le volontarisme de la direction. On a constaté que on peut mettre en place LCR si derrière la direction n'est pas là pour vraiment être sponsor auprès de toutes les équipes commerciales et techniques qui gèrent le CIR. Dans ce cas-là, on n'ira pas loin. Et enfin, voilà, il faut que la direction puisse donner la marche à suivre. Est-ce que le CIR est un sujet très important pour l'entreprise ou un sujet annexe? Et ça va vraiment définir quels sont les enjeux de CIR pour la société. Justement, en parlant d'enjeux, qu'est-ce qu'on constate? Ça vous permet de vous projeter un petit peu par rapport à vos confrères. Un ratio de CIR sur CA pour une ESN, pour la majorité des ESN qu'on accompagne, est entre 1,5 et 3%. Donc, que ce soit vraiment un montant de CIR faible ou très élevé, on est à peu près dans ces ratios-là. Et c'est vraiment au regard des trois facteurs qu'on a mentionnés précédemment, donc le staffing, le profil de l'équipe CIR et tout la gouvernance et le sponsoring de la direction. On peut descendre dans certains cas en dessous des 1%, voilà, si justement la direction n'est pas sponsor, si, comme le précisait Julien, ben, la filiale principale ou alors la seule entité de l'ESN est agressière, ben, évidemment les enjeux sont beaucoup plus faibles, ou alors quand on est encore en phase de montée de montée en maturité du processus, ben, au début, on n'atteint pas forcément le plein potentiel du crédit impôt recherche. Ce qu'on constate aussi, donc en termes de bonnes pratiques pour cette gestion et ce pilotage temps réel du CIR, il y a deux points qui sont très importants. C'est l'outil de gestion dédié. Il y a quelques années, on pouvait encore s'en passer entre guillemets et faire du suivi Excel, etc. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui existent. Il est vraiment important de mettre en place ce type d'outil de gestion du CIR, qui peut être un outil de CIR propriétaire proposé par le cabinet de conseil ou aussi un outil que vous développez en interne à base de SharePoint ou autre qui serait lié notamment à vos différentes bases de temps, à vos différentes bases missions pour fluidifier vraiment cette gestion du CIR et qui va vous permettre d'obtenir tout au long de l'année les indicateurs qui vous intéressent. Où est-ce qu'on en est au niveau des audits d'éligibilité, combien de projets sont éligibles, quel est le montant de CIR estimatif par BU, par département, par pôle, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est de l'avancée. Et en termes de collecte documentaire, l'autre point qui est très important, voilà, c'est si les documents sont vraiment confidentiels et qu'il est impossible de pouvoir sortir la moindre documentation des projets clients, et dans ce cas-là, il faut mettre en place des méthodologies. Il en existe plusieurs qu'on liste là, voilà, de manière absolument non exhaustive. Euh, Soit vous êtes capable de transmettre la documentation technique, soit ben, il faut rédiger en cours d'année, par exemple, des cahiers d'expérimentation, des cahiers de collecte qui vont permettre de décrire les travaux réalisés sans pour autant casser ces clauses de confidentialité, préparer les entretiens de manière beaucoup plus poussée auprès des consultants. Et donc ça, c'est vraiment un travail fait par les pilotes CIR, ou aussi aider, faire de la formation auprès des consultants pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les informations attendues et qu'ils puissent rédiger par eux-mêmes. Ça arrive directement les synthèses crédit impôt recherche. Je vais maintenant laisser la parole à Julien pour pour commencer le focus sur la partie contrôle fiscal, d'abord général et ensuite pour les ESN.
Ici, on va faire un focus sur ce qu'on peut observer, surtout par notre benchmark sur les contrôles fiscaux, que ce soit vraiment en termes de pratique, justement par ces organes de contrôle et puis également, les principaux, motifs finalement, de redressement qu'on a pu observer, ces derniers temps. Donc premièrement, les exigences de l'administration fiscale, globalement, elles se renforcent chaque année. Et pour ceux qui auraient connu peut-être des contrôles fiscaux, il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui, on observe quand même, que les sujets sont beaucoup plus creusés, les demandes sont beaucoup plus contraignantes et donc, le point, c'est, l'anticipation avant tout, de ces demandes. J'y reviendrai après. Ensuite, deuxième point, c'est au final sur la masse des contrôles, nous on a observé, il y a peu de dossiers qui partent réellement en expertise, auprès du ministère. En revanche, pour ceux qui partent, les échanges sont souvent complexes avec des experts, avec des positions souvent, très, académiques en termes d'éligibilité des projets. Donc, difficile effectivement, à convaincre. Et enfin, l'administration tend à industrialiser un maximum les contrôles, donc avec des typologies de questions qui sont souvent les mêmes et dont, la plupart de ces questions en première approche, en fait, elles se basent surtout sur de l'apport de preuves en termes de temps passé, par exemple, retenu ou de matérialité du projet et plus qu'au final, en termes de fonds scientifiques où un inspecteur des impôts reste quand même, moins pertinent. Sauf s'il le délègue, à un BVCiste ou un expert du ministère de la Recherche. Donc, à droite sur l'écran, vous pouvez voir les motifs de redressement qui reviennent le plus souvent associés aux enjeux en termes de montant de CIR. Vous voyez que le sujet de la justification autour des temps retenus au CIR, c'est un sujet vraiment très challengé par l'administration. Comment vous suiviez vos temps? Comment vous allez définir les phases éligibles ou non éligibles d'un projet, justement associé à ces temps retenus? Quelle va être l'implication, la contribution individuelle du collaborateur en termes de tâches dans le projet? Toutes ces questions, en fait, il faut que vous y soyez préparés et vraiment à l'avance. Par exemple, si vous ne parvenez pas à prouver, une détermination précise et rigoureuse de vos temps, malgré que vous ayez, le plus beau projet académique, qui existe, en fait, votre projet, il sera redressé en totalité parce que vous n'arriverez pas à prouver de manière fine et détaillée vos temps. Donc c'est un point vraiment très important. Et puis pareil, sur la contribution du collaborateur, il faudra bien arriver à prouver son rôle, son implication, comme quoi il participe à une tâche éligible et qu'il a bien toutes les compétences pour le faire. Donc ils peuvent aussi retoquer un collaborateur si vous n'arrivez pas à apporter en tout cas ce type de preuve-là. Je ne vais pas vous décrire, parce que là on n'aura pas le temps, il faudrait un webinaire dédié, là-dessus, sur le contrôle fiscal, mais vous allez aussi retrouver d'autres motifs très challengés, les heures travaillées retenues pour calculer notamment le coût journalier d'une personne, les fonctions managériales, quid de leur éligibilité, ou encore dès lors où vous avez des projets multisociétés ou si vous êtes sur des regroupements thématiques. Voilà, tout ça, c'est des questions effectivement sur lesquelles vous pouvez être challengé et sur lesquelles il faut effectivement avoir des garde-fous et être préparé. L'objectif, connaissant toutes ces demandes, c'est justement de s'y prémunir en avant, hein, en amont, c'est ce que je vous disais. Vraiment en préparant toutes les pièces nécessaires et surtout en ayant un processus et une organisation chez vous en interne, qui colle vraiment à ces exigences-là. Donc dans le cadre des contrôles fiscaux, on va faire un focus justement sur cette slide-là, sur quelques jurisprudences relatives aux ESN et aux ICT. Alors, je vais pas reprendre toutes, ces jurisprudences pareil dans le détail, mais je vais faire un minima un focus sur 2 d'entre elles. La première qui est la jurisprudence Takima, donc qui date de 2020, mais qui a été notamment très importante pour les ESN agréés. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque les retours de l'administration au départ imposaient à cette typologie de société agréée de déduire de leur assiette de CIR l'intégralité des sommes facturées à leur donneur d'ordre. Donc le Conseil d'État a annulé cette position de l'administration fiscale et l'a ajoutée comme finalement autorisée dans la loi. Donc vous avez bien tout à fait la possibilité de ne pas retenir dans votre assiette un projet qui est mené pour le compte d'un client et dans ce cas-là, vous n'avez pas à déduire cette facture émise auprès de votre client. C'est ça le sens de cette jurisprudence. La deuxième jurisprudence qui me semble important de faire un focus, c'est celle de Soprasteria, donc qui date de 2023, où la Cour administrative d'appel a cette fois-ci validé qu'une société agréée au CIR pouvait valoriser un projet émanant d'une commande cliente
et ça du moment où ces travaux de R&D ont été réalisés en interne, donc pour son propre compte, de manière à répondre ensuite à cette demande client. Et aussi que cette demande client soit menée dans le cadre d'un simple contrat de prestation de maintenance. Puisqu'en cas de simple prestation de maintenance, le client ne pourra pas déduire de toute façon le montant, ne pourra pas reprendre le montant de cette facture dans le CIR, vu que ces activités sont de toute façon jugées inéligibles. Et donc c'est cela qui a été validé par la Cour administrative d'appel, c'est que l'ESN agréé n'a pas à déduire les factures qu'il a émises afin de calculer le montant de CIR associé à ce projet. Je vais laisser la main à Christopher pour vous parler des points d'attention spécifiques aux ESN. Merci Julien. Donc on va diviser en deux catégories de projets. Donc les projets internes, Julien a déjà commencé à en parler. La majorité du temps, ces projets internes ont été définis de facto par le directeur technique, le directeur scientifique, avec des verrous, avec un état de l'art, avec une démarche expérimentale qui est bien tracée. Et donc en termes d'éligibilité, ces projets sont relativement peu challengés en contrôle fiscal. Par contre, là où on constate vraiment aujourd'hui des motifs de redressement très forts, c'est sur la partie pointage, donc capacité à démontrer factuellement la contribution individuelle, notamment des intercontrats. Comment est-ce que les intercontrats sont choisis? Comment est-ce qu'ils sont intégrés aux différents projets? Et ensuite, OK, vous avez valorisé pour 40 jours monsieur Intel sur tel projet. Eh bien, prouvez-moi par A plus B que c'est pas simplement un pointage de 40 jours. N'importe qui est capable de pointer 40 jours pour une personne dans un outil, mais que ce pointage, derrière, il y a des travaux réels. Donc, quelle est la traçabilité? Est-ce qu'il y a des comptes rendus de réunion? Est-ce qu'il y a du code source? Est-ce qu'il y a un groupe Teams dédié ou un autre outil qui va tracer la contribution de chaque personne, ou chaque ingénieur, donc chaque intercontrat qui travaille sur un projet va décrire chaque jour, chaque semaine, chaque mois son activité, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a cherché à résoudre comme verrou, qu'est-ce qu'il a obtenu comme résultat. Voilà, ça fait énormément c'est une grande masse de documentation, mais ça permet évidemment derrière d'aller sécuriser votre CIR puisque vous allez pouvoir prouver factuellement l'implication de chaque personne sur chaque phase des projets que vous avez valorisés. Sur les projets clients, maintenant, ce que l'administration regarde souvent, c'est les contrats de temps en temps et surtout le quantum de valorisation. Ils peuvent parfaitement comprendre que pour un projet client, par exemple, où 10 000 heures auraient été passées par vos consultants à l'année sur un projet, que le projet est éligible et donc il peut être valorisé au CIR. Par contre, ils ne comprendront pas que sur 10 000 heures de prestations, il y ait 10 000 heures éligibles au crédit impôt recherche. Et donc, il faut pouvoir justement expliquer à l'administration comment vous avez calculé les heures que vous avez valorisées sur ces 10 000 heures, lesquelles correspondent à des prestations éligibles, lesquelles ne sont pas éligibles, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces temps exactement, ces personnes, sur quelle phase est-ce qu'ils ont travaillé. Et pour ça, pour comprendre vos explications et votre argumentaire, dans certains cas, ils vont aussi regarder les contrats, ils vont vous demander les contrats de prestation dans lesquels il va y avoir le détail justement des différentes activités sur lesquelles le SN est censé travailler pour son client. Et à partir de là, ils vont pouvoir comparer vos explications au quantum de valorisation et au contrat. Euh, Autre point en défense de projet, dans le cas du débat oral et contradictoire, l'administration préfère vraiment que ce soit le chef de projet, vraiment qui a travaillé à bas niveau dans le projet, qui soit là pour défendre son projet, plutôt qu'un directeur technique ou un responsable pilote CIR qui est plus haut niveau et loin des projets, qui n'en a qu'une vision macro, qui viennent défendre l'intégralité des projets de la société. Donc, avoir une implication des personnes qui sont vraiment sur le terrain au niveau des projets, ça permet vraiment de mieux défendre et sécuriser votre crédit impôt recherche. Et enfin, ça c'est un point qui est présent depuis plusieurs années, mais c'est toujours important de le redire. Le MSR a horreur des regroupements thématiques, notamment des regroupements thématiques fonctionnels, où voilà, on veut développer une fonction particulière, on fait la même chose chez plusieurs clients, ben, on va leur regrouper au sein d'une thématique globale. L'administration a tendance à très très rapidement retoquer ces projets en les considérant comme des grands sacs généralistes qui ne sont pas de la R&D. Et donc ça, il faut absolument l'éviter.
Alors là, c'est un exemple. Voilà le pire qu'on ait pu trouver aujourd'hui en termes de demande de pointage sur le CIR. Évidemment, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit là, mais globalement, c'est pour vous présenter une demande de l'administration fiscale sur le pointage d'une ESN. Voilà, vos consultants, qu'est-ce qu'ils pointent? Est-ce que c'est un outil dédié? Est-ce que c'est un fichier Excel? Est-ce que c'est un pointage à l'heure, à la demi-journée, à la journée? Est-ce qu'ils pointent directement? Est-ce qu'ils le font tous les jours, tous les mois, toutes les semaines? Ou est-ce que c'est leur responsable qui pointe? Est-ce qu'ensuite il y a est-ce qu'il y a de la reprise de données ultérieure? Est-ce que c'est un outil qui est dédié au CIR ou est-ce que c'est un outil qui est relié au CRA pour facturation auprès du client, etc., etc. Donc ils peuvent vraiment aujourd'hui aller très très loin dans les demandes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les demandes sont de ce type-là, mais sachez qu'elles existent. Et donc, d'où l'importance de ce qu'on se disait précédemment avec Julien, de vraiment vous préparer et d'avoir tous les éléments de preuve factuels qui vont vous permettre de sécuriser au mieux votre CIR, notamment en termes de temps pointé et de phasage et participation des différents consultants. Donc rapide point pour finir sur l'accompagnement aiming. Donc là, on reprend un petit peu tout ce qu'on a présenté précédemment. Voilà, l'ESN, vous avez un contexte, le contexte de votre société avec un positionnement particulier, technique, un processus CIR qui peut-être n'existe pas encore ou alors est déjà en place et relativement robuste. Et nous, Aiming, on est là vraiment pour vous aider à activer tous les leviers qui vont vous permettre de pérenniser, sécuriser, et vraiment tirer le plein potentiel de votre crédit impôt recherche en analysant vraiment qu'est-ce qui est en place chez vous, quels sont les types de projets, en mettant en place des outils digitaux, en mettant en place voilà, des consultants experts dans le pilotage et l'accompagnement des ESN au CIR. Pour vraiment vous permettre de tirer le plein potentiel du CIR. Donc voilà, rapidement, voilà, on est expert dans la mise en place de ces méthodes dites temps réel qui sont relativement complexes. On a les outils digitaux propriétaires comme Aiming Drive qui permet de collecter et de suivre le CIR tout au long de l'année. On a des processus qui permettent de sécuriser les projets. On a un accompagnement en contrôle fiscal, voilà, jusqu'à la durée de prescription. On définit les stratégies avec vous, on coach vos équipes, etc. Et enfin, on a un des benchmarks les plus importants parmi les cabinets de conseil notamment dans l'accompagnement de dizaines de SN. Et donc, notre accompagnement permet vraiment de positionner le curseur de manière optimale pour vous permettre de tirer le plein potentiel, mais de manière sécurisée. Et je vais laisser le mot de la fin à Anaïs. Le mot de la fin, mais après, il y aura des questions quand même. Donc, Oui, je bien serai pas sûr. la dernière. Et peut-être que avant de dire le mot de la fin, peut-être que ceux avant de partir, vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à nos intervenants ici présents. Pour conclure, en fait, c'était surtout de présenter le partenariat avec Aiming. Aujourd'hui, ça fait depuis avril que Aiming nous a rejoint en tant que partenaire de Digital 113. Donc, ils ont plusieurs bureaux, mais du coup, un à Toulouse et un à Montpellier, en tout cas en Occitanie, pour pouvoir accompagner les adhérents dans leur questionnement sur différentes thématiques. Donc là, on parle du crédit impôt recherche, mais il peut y avoir d'autres types. Pour les éditeurs de logiciels, ça peut être aussi parler de l'IP-Box. Et d'ailleurs, enfin voilà, n'hésitez pas. On avait Jérémy qui était connecté et Richard aussi qui sont nos interlocuteurs principaux. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous donne les contacts. On va vous communiquer les diaporamas plus le replay. Et sinon, je voulais poser une question, peut-être s'il n'y a pas de questions dans le chat à Christopher ou Julien, je sais pas trop, mais par rapport justement à l'IP Box, est-ce que ça fonctionne aussi pour des ESN ou c'est pas du tout du coup, enfin voilà, et est-ce qu'on a des exemples un petit peu sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Il peut y en avoir. Évidemment, c'est beaucoup moins courant que pour les éditeurs logiciels qui, du fait de la nature même de leur activité, peuvent demander de l'IP-Box. Mais dans des cas assez courants, les ESN vont développer potentiellement des solutions. Voilà, elles mènent des travaux de R&D pour des clients qui leur demandent de développer une certaine solution. Récemment,
On voit pas mal de SN spécialisés en intelligence artificielle ou en cybersécurité, voilà, qui accompagnent leurs clients sur de nombreuses missions et on leur demande de créer une solution particulière. Elle est développée spécifiquement pour leurs clients dans le cadre de la mission, mais ils en gardent la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est très important à cadrer au moment du lancement de la mission, qu'effectivement, voilà, on va développer un outil dans le cadre de cette mission, mais nous, ESN, on va garder la propriété intellectuelle de la solution qu'on va développer. Et ensuite, si vraiment ils se disent, bah, OK, ça a été fait de manière spécifique, mais en fait, c'est vraiment généralisable à beaucoup d'autres clients, dans ce cas-là, ils peuvent soit garder la solution vraiment en interne et commencer à la vendre, soit certaines ESN vont créer par exemple des spin-offs ou d'autres entités juridiques et pour vraiment mettre en vente ce logiciel et à court ou moyen terme pouvoir obtenir aussi de l'IP Box. Ok. Et c'est plutôt des grosses structures du coup qui font ça ou vous avez des Pas, exemples? Pas forcément. pas forcément, ça peut être des structures de taille moyenne, 50 salariés, mais souvent on le voit sur des secteurs un peu plus niche, IA, cybersécurité, voilà, où plein de choses sont à faire. C'est un secteur en pleine ébullition. Ce sont des secteurs en pleine ébullition et donc oui, c'est plutôt dans ce type de société qu'on voit ce type de choses, à moins Julien que tu en aies vu ailleurs, peut-être. Mm. Je te rejoins effectivement là-dessus. Il est pas nécessaire d'avoir breveté non plus votre logiciel ou d'avoir déposé du code pour bénéficier de ce régime fiscal de l'IP Box. Et je ne sais pas si tout le monde est au fait, mais effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir un taux préférentiel notamment sur votre impôt au lieu effectivement de payer les 25% classiques, de vous diminuer finalement et votre taux à 10% sur tous vos revenus nets générés via l'exploitation justement de vos actifs. C'est assez avantageux. Évidemment, il faut quand même payer de l'impôt. Puisque encore une fois, c'est une réduction du taux d'IS. Mais on a des sociétés qui sont déficitaires et qui créent du déficit reportable, notamment sur l'IP Box, puisqu'ils pensent qu'ils vont payer de l'impôt peut-être dans les prochaines années. Et donc ils se disent, bon bah ok, j'active le principe de l'IP Box en sachant que plus tard, de toute façon, je pourrais bénéficier de cette réduction d'impôt puisque je vais être bénéficiaire. Donc c'est toute une stratégie, effectivement, l'IP Box aussi à mettre en place. Ça ne mériterait pas ce qu'il y a un webinaire aussi dédié, mais effectivement, c'est voilà, faut du moment où, en résumé, vous développez une solution logicielle, vous en avez la propriété intellectuelle et vous pensez que vous allez payer bientôt potentiellement de l'impôt, en fait, la question se pose de regarder ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, à poser des questions. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà déposé un CIR sur les ESN participantes ou est-ce qu'il y a peut-être un petit sondage à main levée ou voilà, vous pouvez réagir aussi. Non, les gens doivent se déconnecter. Moi, j'avais des questions. Je ne sais pas si on Ah bah, m'entend. si on t'entend, de loin, mais Ah, on t'entend. très bien. Alors, moi, j'ai plusieurs questions même. La première, c'est un petit peu savoir quelle est la bonne pratique si dans le cadre d'un projet qui, dans sa globalité, est éligible au CIR, s'il y a certaines actions pour lesquelles on a un doute. Est-ce qu'on les exclut? Est-ce que enfin, voilà, comment on gère cet aspect-là de doute? Alors, Euh, oh, t'allais vas-y. répondre Julien? Non, vas-y, Non, vas-y. mais alors, enfin, le doute. Alors, je sais pas si on peut parler de doute. En tout cas, nous, quand on audite des projets, ce qu'on va regarder, c'est vraiment où est finalement le verrou technique et technologique et quelles sont les activités qui sont nécessaires et indispensables à la levée de ces verrous technologiques. Et c'est ça, en fait, finalement, c'est en tout cas les phases qui sont considérés comme éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. Donc en fait, il n'y a pas forcément de doute, en tout cas, sur
sur les phases à prendre, c'est clairement défini dans le bulletin officiel des impôts ce qui est éligible et ce qui n'est pas. En revanche, effectivement, on peut se poser la question si effectivement cette phase-là, elle est bien rattachée au verrou technologique, ou en tout cas, est-ce qu'elle est nécessaire, indispensable au verrou technologique? Et donc ça, c'est important effectivement de phaser le projet dans sa totalité, de se poser la question sur chacune des phases, quelles sont les phases, où est le verrou déjà technologique, où est le cœur R&D du projet, et quelles sont les phases qui sont nécessaires et indispensables à la levée de ce verrou. Toutes ces phases-là, elles sont éligibles. Les phases qui sont non nécessaires, elles sont dites logiquement connexes et elles ne sont pas éligibles. Je ne sais pas si ça Par répond un exemple, peu à la question. Pour donner Christopher, pour si tu donner veux compléter. ouais, je vais juste illustrer par exemple, imaginons un projet de développement logiciel, un logiciel en IA. Pour le crédit impôt recherche, ce qui va intéresser l'administration, c'est pas le logiciel IA lui-même, c'est vraiment quel est le verrou technique qu'on veut lever. Donc, imaginons le projet, c'est le développement de nouveaux, enfin, pour le logiciel derrière, le point technologique clé, c'est le développement d'un nouveau modèle d'IA pour faire, voilà, n'importe quoi. Ce qu'on va regarder derrière ensuite, c'est quelles sont les différentes phases de projet de ce développement de nouveaux modèles d'IA. Donc, il peut y avoir voilà, une phase d'état de l'art, une phase de développement du modèle. Ensuite, pour l'entraînement du modèle, eh bien, il va falloir récupérer des données d'entraînement et, par exemple, les labelliser. Ça, récupérer des données et les labelliser, c'est quelque chose de très chronophage, mais pas complexe. Donc, pris unitairement, on pourrait se dire, bah, c'est pas nécessairement éligible. Par contre, bah, si on n'a pas cette phase, impossible de mener le projet à bien et de lever les verrous relatifs au développement du nouveau modèle d'IA. Donc ça, c'est ce qu'on qualifie d'activités nécessaires ou indispensables à la R&D et qui peuvent être valorisées au crédit pour recherche. Ensuite, tout ce qui va être évaluation du modèle. Donc ça, c'est éligible. Toute cette partie-là est éligible. Par contre, une fois qu'on a prouvé que notre modèle répondait à nos objectifs, voilà, qu'il est pertinent, qu'il est rapide, sécuritaire, etc., etc., il y a peut-être la phase d'intégration du modèle dans un outil, dans notre solution déjà existante. Ça, habituellement, c'est pas complexe. Ou toute la phase de création de l'IHM. Ça participe pas du tout à la levée des verrous relatifs à la création du modèle en lui-même. Et donc ça, ce sont des phases qu'on ne va pas aller valoriser au crédit impôt recherche. Ok, super clair, merci. Est-ce que ça répond à la question? OK. Bon, bah écoutez, merci Christopher, merci Julien pour votre intervention. On va envoyer des slides. On communiquera aussi vos coordonnées si possible, en tout cas pour que s'il y a des questions en direct, vous puissiez y répondre si jamais des questions n'ont pas été posées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On avait encore quelques petites minutes, donc n'hésitez pas en tout cas si jamais il y a quelques questions avant de partir, mais j'ai l'impression que les gens commencent à partir, donc voilà. Bon, bah merci à tous, bonne journée et à bientôt.